remarqué aussi la présence de multiples associations ici présentes. Je vais en profiter maintenant pour vous les énumérer. Nous avons l'Association des Assyro-Chaldéens de Belgique, l'Union syriaque européenne, l'Association des Assyriens de Marseille, l'Association Mésopotamia à Lyon, représentée par mon ami Pascal Maguessian, l'Association d'apprentissage de la langue araméenne, représentée par les cofondateurs Élisée Rennes et Jean Samat, la chaire de Ninive, j'ai vu le professeur Ephrem Yildiz tout à l'heure, qui est directeur de l'université de Salamanque, le mouvement démocratique assyrien Zoa, l'ADO, qui est l'organisation démocratique assyrienne. Nous avons le Conseil démocratique kurde, la Fédération des Alévis de France, l'Union des entrepreneurs kurdes,
la Fédération des Yézidis de France, l'Association chypriote de France, l'association FIDE, et quelques-uns d'autres que je n'ai pas pu citer. Alors voilà, je salue la venue du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Bruno Retailleau. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Bienvenue à tous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre place. Bonsoir et merci à toutes et à tous de nous avoir honorés par votre présence dans cette splendide salle classée au monument historique qui ne nous laisse pas indifférents, j'en suis sûr, et dans laquelle nous avons le privilège de fêter notre 4e édition du grand dîner annuel des Assyro-Chaldéens chrétiens d'Orient. Tout d'abord, au nom de l'Association des Assyro-Chaldéens en France, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à chacun d'entre vous et vous exprimons notre gratitude en vous renouvelant nos remerciements pour l'amitié et la fidélité que vous nous témoignez. Avant de commencer, vraiment, je vais vous demander à tous d'avoir une petite pensée destinée à sa sainteté, le pape François, dont l'état de santé suscite une vive inquiétude. Nos prières l'accompagnent dans cette épreuve. Merci à vous tous. Donc, comme chaque année, nous avons le privilège d'avoir Bruno Retailleau à nos côtés. Et cette année très particulière, Monsieur le Ministre, il est parmi nous en tant que membre du gouvernement. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, il est ministre de l'Intérieur, mais aussi des cultes. Donc, Monsieur le Ministre, je vais vous demander de bien vouloir venir me rejoindre, s'il vous plaît. Lors du premier dîner en 2022, Monsieur Bruno Retailleau nous avait fait le serment ici même avec notre amie Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, et d'autres collègues sénateurs, mais des sénateurs d'autres groupes, pas que les Républicains. Il y avait aussi Rachid Temal, ici présent, du Parti Socialiste. Ils appelaient à une résolution reconnaissant le génocide des Assyro-Chaldéens de 1915. Promesse tenue, Monsieur le Ministre, puisque le 8 février 2023, le Sénat l'avait adopté à une quasi-unanimité. Et l'année suivante, c'est l'Assemblée nationale qui l'a adopté également, une résolution allant dans le même sens, le 29 avril 2024, le lendemain du dîner. Monsieur le Ministre, c'est un grand honneur de vous recevoir parmi nous et la parole est à vous, s'il vous plaît. Bien, c'est toujours très impressionnant de prendre la parole avec des autorités aussi nombreuses que je veux saluer. Les autorités, bien sûr, civiles, messieurs les présidents, les autorités religieuses. Je voudrais saluer les parlementaires qui sont là aussi très présents ce soir. Ils sont députés, ils sont sénateurs. Je voudrais saluer des élus aussi, nombreux, des élus locaux, maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux. Et puis, chers amis, vous saluez chacun, chacune en particulier. Ce n'est pas seulement le ministre des Cultes, comme vous l'avez annoncé, qui a tenu à être ici ce soir. Je ne suis pas seulement là au nom d'une fonction que j'occupe aujourd'hui, mais d'abord au nom d'une conviction. Vous le savez, une conviction qui est profondément ancrée en moi et que je porte. Avec vous tous et depuis longtemps maintenant, j'ai pu à plusieurs reprises m'exprimer. Cette conviction, je l'ai portée au Sénat, à la tête du groupe de liaison avec les chrétiens et les minorités au Moyen-Orient. Et cette conviction, mes amis, toujours
toujours je la porterai, que je sois ici ou ailleurs. Dans une vie politique, il y a des combats qui sont comme des serments à tenir. C'est le cas pour moi du combat en faveur des chrétiens d'Orient, car c'est un combat de civilisation. Parce que vous êtes à la fois des sentinelles, mais aussi vous êtes des passeurs. D'abord des sentinelles qui veillent sur ce que toute communauté humaine a de plus précieux. Le souvenir, la mémoire. Une mémoire vivante. Et quelle mémoire, quelle histoire aussi. La vôtre est ancienne, ses racines plongent au plus profond de notre civilisation, jusqu'aux premiers chrétiens, et même jusqu'à l'ancienne Babylone. Une mémoire glorieuse donc, une mémoire, vous le savez mieux que moi, douloureuse aussi. C'est la blessure des massacres de masse commis contre les Assyro-Chaldéens entre 1915 et 1918. Plus de 250 000 hommes, femmes, enfants qui furent massacrés par les autorités ottomanes et leurs supplétifs, abandonnés à la mort sur les routes de l'exode, de la déportation, à travers les déserts mésopotamiens, sur des routes où ils subirent aussi, il faut se le rappeler ce soir, d'indicibles atrocités. Et ceci dans la même période que nos amis arméniens. Ces massacres, les Assyro-Chaldéens les ont subis en raison de leur identité, puisque leur seul tort était de n'être ni turcs, ni musulmans, mais chrétiens. En droit international, cela porte un nom. Ça s'appelle un génocide. La France a reconnu celui des Arméniens, et j'y suis attaché, vous le savez. Elle doit reconnaître désormais celui des Assyro-Chaldéens, car il s'agit du même crime, à la même époque, et il s'agit des mêmes criminels. Porter cette reconnaissance, c'est l'engagement que nous avions pris au Sénat lors de l'adoption du vote de la résolution, ça vient d'être rappelé, en 2023. Cet engagement sera tenu. Une PPL sur la reconnaissance du génocide arménien, transpartisane, portée par la courageuse Valérie Boyer, le non moins courageux Rachid Temal, mais aussi Étienne Blanc, sera prochainement déposée, puisque 2 PPL l'avaient été, et j'avais déjà dit l'an dernier qu'il n'en fallait qu'une, cher Rachid, chère Valérie et cher Étienne. Je le dis d'ailleurs en présence du président du groupe LR qui m'a succédé au Sénat, et je sais qu'il fera tout pour que cette PPL soit inscrite dans les meilleurs délais et qu'elle puisse être votée. Ce sera donc une PPL qui portera le sceau de l'unité nationale, qui sera transpartisane, parce que cette cause, elle nous parle. Elle parle au plus profond de nous, comme une résonance d'un passé lointain, mais d'un passé vivant. Et là encore, je voudrais exprimer ma reconnaissance, mon admiration aux travaux du professeur Yacoub. Il est là, il est devant moi, et à son épouse qui ont réalisé un travail historique, un travail scientifique extraordinaire au service de cette belle cause. Et j'aimerais vraiment que ce soir vous puissiez l'applaudir. Je l'ai déjà dit, faire cet acte de reconnaissance, c'est aussi poser un acte de résistance, parce que c'est montrer que nous ne céderons rien à ceux qui cherchent à imposer leur narratif négationniste. Plus d'un siècle après la tragédie, sans doute qu'il est trop tard pour sauver ou même pour punir, mais il n'est pas trop tard, mes amis, pour se souvenir et pour dire encore, dire sans cesse et dire toujours. Oui, vous êtes des sentinelles, mais vous êtes aussi bien plus que des sentinelles, vous êtes des passerelles. Parce que dans cet Orient compliqué et blessé, les Assyro-Chaldéens, comme toutes les communautés chrétiennes d'Orient, ont toujours été des ponts, des traits d'union entre les différentes communautés. Je l'ai d'ailleurs souvent vu à chaque fois que je me déplaçais au Levant,
à chaque fois que je me suis aussi rendu en Irak. J'ai vu concrètement, comme au Liban d'ailleurs, l'engagement de vos églises en faveur de la reconstruction et surtout de la coexistence pacifique entre les communautés à travers l'action d'hommes, de femmes qui sont remarquables. Je voudrais ce soir avoir une pensée particulière pour le cardinal Louis-Raphaël Sacco. Même moins nombreuses, malheureusement, ces communautés chrétiennes ont un rôle essentiel, notamment en Syrie. Nous regardons, vous comme moi j'imagine, avec beaucoup de vigilance, le nouveau régime, son évolution, ses paroles, mais aussi ses actes. Pour l'instant, le discours se veut rassurant, mais je n'ai pas souvent vu, à vrai dire, des djihadistes se convertir en défenseurs des minorités. Soyons donc vigilants et souhaitons que ce printemps syrien ne débouche pas sur un nouvel hiver islamiste et que ce pouvoir respecte toutes les composantes de la nation syrienne qui a tant souffert ces dernières années et en particulier sa composante chrétienne. Cette unité que les Assyro-Chaldéens servent là-bas, vous la défendez ici, vous la défendez chez vous, chez nous, en France. Vous voulez la reconnaissance mémorielle, mais certainement pas la concurrence des mémoires, car vous défendez votre culture multiséculaire tout en défendant la France, notre patrie, votre patrie. Et je sais à quel point vous vous sentez éperdument, passionnément français. Votre singularité culturelle ne vous éloigne pas de la France, bien au contraire, elle vous en rapproche. Et la France a besoin, à travers toutes les difficultés qu'elle traverse et face aux défis nombreux auxquels elle est confrontée, la France a besoin, plus que jamais, de Français qui croient en elle. Et vous êtes de ces Français-là. Je le sais, car je vous connais. Alors continuez de mener ce combat de fidélité, d'unité et qui vous rassemble. Menez-le, bien sûr, au nom du passé, mais surtout, menez-le au nom de l'avenir, celui de notre nation, celui de notre civilisation. Les bouleversements les percutent, mais dans ce nouveau chaos auquel ressemble de plus en plus le fameux nouveau monde, notre pays a besoin d'hommes, de femmes tels que vous, des hommes et des femmes qui vivent non pas de l'amnésie, mais du souvenir, non pas de la repentance, mais de la gratitude, non pas du nihilisme, mais de l'espérance, oui, d'une espérance française, d'un idéal français. Alors, avec chacune et chacun d'entre vous, vive la France, vive votre mémoire que nous allons faire vivre avec ce texte qui sera voté bientôt au Sénat. Merci à chacun, merci à chacune d'entre vous. Merci, Monsieur le Ministre, merci pour ce discours émouvant qui témoigne de votre fidélité et de votre attachement à notre cause. Avec toute notre reconnaissance pour votre engagement à nos côtés, nous tenons à vous renouveler toute notre amitié. Merci. Je vais appeler à présent le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, qui représente le président Gérard Larcher au Sénat. Monsieur le Président, vous avez depuis toujours soutenu les chrétiens d'Orient dans sa généralité. Nous vous en remercions infiniment et sommes convaincus de votre détermination pour faire reconnaître le génocide assyro-chaldéen de 1915. Monsieur le Président Édouard Tony-Idé, Monsieur le Ministre d'État, cher Bruno, Votre Sainteté, Marawat III et Messieurs les dignitaires religieux, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, chère Naïma, Mesdames et Messieurs les députés, sénateurs et députés européens, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, Shlama. Je représente ce soir avec beaucoup d'honneur et de devoir le président du Sénat, Gérard Larcher, qui m'a demandé de vous adresser
un message personnel d'amitié pour la communauté assyro-chaldéenne et de vous assurer, avec mes collègues sénatrices et sénateurs, du soutien du Sénat de la République française. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Association des Assyro-Chaldéens de France et son président Édouard Tony-Idé et son équipe Georges Auclin, Jean Sama et notre maître de cérémonie Tony Fidan. Permettez-moi de saluer leur engagement au service de la communauté assyro-chaldéenne. Ils soulèvent des montagnes, c'est un Haut-Savoyard qui le dit. En témoigne la très grande assemblée réunie ce soir. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir très chaleureusement. Cette rencontre annuelle intervient à un moment important entre mémoire et espoir, alors que nous commémorons cette année le 110e anniversaire du génocide arménien et assyrien de 1915, perpétré par l'Empire ottoman. La mémoire tout d'abord, car vous portez en vous l'héritage d'une civilisation millénaire, d'une culture riche et précieuse, ainsi que des blessures profondes et terribles. Ces blessures, ce sont celles laissées par le génocide des Assyriens, des Chaldéens et des autres minorités chrétiennes du Moyen-Orient. Bruno Retailleau l'a rappelé avant moi. Plus d'un siècle s'est écoulé et il est essentiel de rappeler une vérité qui doit résonner dans nos cœurs et dans notre conscience. Ces crimes ne sont pas seulement des atrocités du passé, elles sonnent encore comme une menace pour l'avenir tant qu'elles ne sont pas avouées, assumées, expiées. Faire connaître et reconnaître les atrocités et les souffrances subies par les minorités chrétiennes de l'Empire ottoman et par les populations assyro-chaldéennes est un combat, aujourd'hui encore, un combat contre l'oubli et contre la réitération de ces tragédies. Reconnaître ce génocide, c'est rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont été brutalement arrachés à la vie, à leur terre, à leur culture. C'est aussi un acte de justice pour les survivants et pour les descendants. Mais faire mémoire, c'est construire l'avenir, un avenir nourri d'espoir. Le Sénat de la République française, fidèle à ses engagements, a voté une résolution le 8 février 2023, invitant le gouvernement à reconnaître le génocide des Assyro-Chaldéens de 1915 à 1918. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont suivi ce mouvement en adoptant à leur tour, le 29 avril 2024, une résolution allant dans le même sens. Ces résolutions marquent un pas décisif, mais je vous le dis, ce n'est qu'un premier pas. Dès 2022, mes collègues Bruno Retailleau, alors sénateur, et Valérie Boyer avaient déposé une proposition de loi pour que la France reconnaisse pleinement et officiellement ce génocide. Un second texte a été déposé ensuite par Valérie Boyer et Rachid Temal. Ils sont présents tous les deux ce soir. Notre objectif est de faire en sorte d'aboutir à un texte transpartisan qui puisse être adopté par le Sénat dès cette année. Le groupe de liaison des chrétiens d'Orient, présidé désormais par notre collègue Étienne Blanc, y a travaillé avec Valérie Boyer et Rachid Temal afin d'aboutir à un texte qui emporte l'adhésion de tous les groupes politiques. Nous savons qu'il y a encore des résistances, mais l'histoire nous apprend qu'aucune vérité ne peut être étouffée, aucune souffrance ne doit être réduite au silence. La reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens est un acte fondamental de réconciliation, mais aussi un impératif moral auquel la France ne doit pas se dérober. Alors tournons-nous vers l'avenir. Vous n'êtes pas seulement les témoins d'une histoire et d'une civilisation, vous êtes aussi des bâtisseurs de cet avenir. Par la transmission de cette histoire aux générations futures, à vos enfants, à vos petits-enfants, vous êtes aussi un pont entre les cultures, les défenseurs de valeurs universelles, d'égalité, de liberté et de fraternité que nous avons en partage. Ensemble, nous pouvons envisager un futur où la mémoire des souffrances passées nourrira un monde plus juste, un monde où vos enfants, vos petits-enfants, grandiront dans une France qui respecte leur histoire, qui les considère comme une partie indissociable de son propre récit national. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Vice-président. Merci pour ces paroles qui venaient du fond du cœur. Et je le répète, nous sommes convaincus de votre détermination. Merci encore.
Merci. Je pense que nous avons tous faim maintenant ici. On va commencer par l'entrée. Mais avant, vous avez pu les remarquer, nos jeunes qui sont habillés en rois assyriens, des tenues qui datent d'il y a plus de 3000 ans. Je vais leur demander de venir me rejoindre sur scène pendant que le service est posé. S'il vous plaît. Vraiment, ils sont dans des costumes, ils sont formidables. Ils avaient été déjà dévoilés lors de la chaire de Ninive en octobre dernier. Son président, je l'ai vu tout à l'heure, le professeur Ephrem, qui est directeur de l'université de Salamanque, nous avions organisé un colloque. Ah, il est devant moi, il est ici. Nous avions organisé un colloque avec l'association sur 3 jours sur l'histoire et la culture assyro-chaldéenne. Je leur demande d'entrer, ne soyez pas timides. Je vous laisse les admirer. Regardez combien ils sont beaux. Vous êtes magnifiques. Il m'a remercié, si vous avez compris. Alors, je ne sais pas s'ils vont tous tenir, ils vont juste défiler derrière moi et repartir. Comme ça, vous allez pouvoir les admirer. Venez. Et bien sûr, je voudrais remercier la personne qui s'est occupée de confectionner ces beaux vêtements, Narine, qui est là juste à côté de moi. Merci beaucoup. Saoudi. Alors, ce n'était pas prévu au programme, mais je tenais vraiment à les faire défiler. Merci encore, on peut les applaudir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit.
Nous avons eu l'immense honneur de recevoir nos hauts dignitaires religieux, comme sa béatitude Marawa III, catholicos patriarche de l'Église assyrienne de l'Orient, accompagné de son Excellence Mar Abraham Yohannes, l'évêque du diocèse d'Europe. Mais aussi, vous avez remarqué tous la présence de son Excellence Mar Michael Najib, archevêque de l'Église chaldéenne catholique à Mossoul. Merci, Monseigneur. Son Excellence Mor Nicodemus Daoud Sharaf, archevêque syriaque orthodoxe de Mossoul. Merci pour votre présence. You are welcome. Son Excellence que j'ai face à moi, Monseigneur Krikor Khatchartrian, primat du diocèse de l'Église apostolique arménienne en France. L'archiprêtre Joseph Stéphanos du diocèse copte orthodoxe.
Monseigneur Rodolphe Vigneron, vicaire épiscopal et chanoine de Strasbourg, et Monseigneur Benoît Bertrand, évêque du diocèse de Pontoise, qui est représenté par le Père Pierre Macheneau, ici, sur ma droite. Je ne pourrais pas éviter de vous rappeler que le professeur Joseph Yacoub et son épouse Claire étaient là à tous les dîners. Il est là juste en face de moi. Merci de les applaudir. Vous connaissez tous le professeur Joseph Yacoub maintenant. En tant que professeur, le professeur Ephraim Yildiz, le directeur de l'université de Salamanque et le président de la chaire de Ninive, assis sur ma gauche. La présence également de Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine. Merci pour votre présence. Et nous remercions la venue de très nombreux journalistes et médias qui sont assis dans la salle. Merci à vous. Cette année, vous avez été très nombreux et nous vous remercions. Je vous ferai des remerciements aux associations, à tous les présidents, à nos entrepreneurs et à nos représentants imminents de la communauté assyro-chaldéenne tout à l'heure. Alors, je vais vous prier d'avoir une petite attention, un silence, car je vais appeler notre haut dignitaire de l'Église, de l'Église assyrienne d'Orient, le catholicos patriarche Mar Awa III. Sa béatitude, Hadishutu Imbasmaloch. Je vous informe que vous avez le discours traduit en français sur vos tables. Your Eminences, Your Excellencies, Your Graces, Your Excellency, the Minister of the Interior, Your Excellency, the Iraqi Ambassador to the French Republic, the Honorable Deputies of the French Senate, the Honorable Civil Authorities, Reverend Clergy and esteemed guests, my brothers and sisters. At the very outset, I would like to express my sincere gratitude to the President, Mr. Tony Ide, and members of the Board of the Association of the Assyro-Chaldean Association of France in inviting me and my brother bishops from Iraq to attend this annual dinner. This is an auspicious occasion which takes place every year under the leadership of the AACF and with the participation of the dedicated sons and daughters of our nation in France. May the Lord bless you all, and may you be successful in all of your endeavors. This evening, I would like to say a few words in my name and in the name of my brother bishops from Iraq, His Excellency the Chaldean Archbishop of Mosul and Aqra, and His Eminence the Syriac Orthodox Archbishop of Mosul and Kurdistan, regarding the challenges of the Assyrians and Chaldeans or Assyro-Chaldeans and the Syriacs in our homeland, in Iraq. For reasons of history, these are two or three names, but in truth we are one and the same people, with a shared history, a shared present, and in my view, also a shared future. At the present, however, the major issue that the historical Christian churches of Iraq are dealing with is the steady flow of migration to the West, to say nothing of the displacement of the faithful within their homeland. The diaspora, no doubt, is not a new phenomenon for all of the Syriac-speaking churches in Iraq, but still new challenges and new questions are posed
to the leadership of these churches, some of whom are now predominantly in the West rather than in the East, dealing with matters of their survival and continuance for future generations. Our classic example, of course, is Iraq. It has been estimated that before the intervention of the coalition forces that toppled the last regime of Saddam Hussein in April of 2003, there were some 1.5 million Christians in the country, or a little over 6% of the whole population. More recent numbers produced by the United Nations Assistance Mission for Iraq, established by the Security Council Resolution 1500 of 2003, has a more recent census based on the numbers of the churches in the Kurdistan region of Iraq. In the beginning of 2023, exactly in the month of January, the number of Christians in the KRI, meaning the Assyrians, Chaldeans, or Assyro-Chaldeans, and the Syriacs, was estimated to be about 125,000, with the vast majority of that number, about 80,200, living in the Christian enclave of Ankawa. Relatively in Duhok, the number of the Christians has been estimated to be some 44,000. On the other hand, in Syria, before the so-called Arab Spring of 2011, Christians amounted to no less than 25% of the population. And yet, when we look at the same countries today, the numbers are drastically reduced. About 250,000 Christians remaining in Iraq, or 2% of the entire population, and no more than 10% of the population in Syria. The change of the regime in Iraq, something aspired to by many of the Syriac-speaking faithful in Iraq before the fateful events of April 2003, had brought a renewed hope to the ancient Christians of that country. One author observes in 2004, I quote, "The post-Saddam period signals a critical juncture in Iraq's history, and perhaps a key indicator of the country's democratic pluralism may be the status of the indigenous Syriac-speaking Christian minorities in the north of the country, the Assyrians, the Chaldeans, Arameans, and Syriacs, who variously identify as Assyrians or Chaldo-Assyrians," end quote. These alarming facts beg the following question: where in the world did the members of these ancient Christian communities go? What exactly are the causes of such a mass and alarming migration of the ancient Christian communities of the East to the West? I believe that one author, Konstantin Simon, has summarized it very well in 2010. I quote, "The precarious state of the churches in the Middle East in today's world, due to reasons which are all too evident from even the most cursory news report. Their ecclesial communities are today in crisis, a crisis which stems from serious causes. This still very unsettled conditions in the most of the Middle East, the unfavorable and changing political structures, the pressure from Islam and the Jewish state of Israel, the extremely difficult economic and political conditions, terrorism, everyday violence, and a very real danger to life and limb. All this has resulted in the mass emigrations of Christians from the Middle East and all its resulting problems," end quote. This might be seen as stating the all too obvious, but to many in the West, especially to our Western Christian brothers and sisters, it actually will be news. The issue of migration to the diaspora communities and leaving the home territory of these churches continues to impact and will continue to impact the future prospects of all of our Eastern churches in the East.
Sadly, because the Syriac-speaking churches are few in number when compared with the Western Christians taken as a whole, the challenges become manifold. It was not until the first Gulf War of 1990 and also 91 in Iraq and its aftermath that the major emigration of our people to the West, specifically to North America, Australia, and to Europe, took place, where some almost 2/3 of the faithful left the country. It was this mass migration that began to fill the parishes in Europe, in the United States, in Canada, and elsewhere. And this phenomenon also brought many pastoral challenges along with it. These numbers indicate quite clearly that our churches have now predominantly become a diaspora church. And a church in the diaspora will always face the perennial challenge of preserving both the ecclesial identity of the church, which is based in our homeland, and the ethnic and national identity of the faithful, and how to pass it on to the younger future generations. In this brief presentation, I have tried to demonstrate the main challenges of our churches, which continue still today to be an immigrant church in the Western diaspora. The challenges faced by us in the East are quite different than those which are faced in the West by our people. Nevertheless, the struggle remains the same: to survive and to preserve our rich theological, ecclesiastical, cultural, and ethnic heritage as an ancient church and an ancient people. The church has played in the past, and continues to play today a very vital role in addressing and remedying these challenges, but our work is not yet done. Notwithstanding this fact, we are courageous enough to take up the challenge and realize that we can better equip ourselves in order to come face to face with the realities which are potentially harmful or dangerous to our survival. And in fact, this is not only our reality today, but that of all of the Eastern ethnic churches whose roots are to be found in the Middle East, where due to political and religious instability, our forebears were uprooted from their ancient and ancestral homelands. It is my hope and desire, and that of the Christians of Iraq, and I would say of every Christian who is still living in the Middle East, that awareness will increase among our Western brothers and sisters regarding our difficulties yesterday and today, and in so doing help our churches in their plight and in their challenges to help our faithful survive. Thank you, one and all. Taoudi Saghi, merci beaucoup. Avec la permission de vous tous, nous allons libérer Monsieur le ministre. Il a ses obligations, donc vos impératifs vous appellent, Monsieur le ministre. Merci encore pour votre venue. Merci, Monsieur le ministre Bruno Retailleau. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Je vais appeler maintenant son Excellence Mar Mikhaël Najib, archevêque de l'Église chaldéenne catholique à Mossoul. Sayyidna.
Frères et sœurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant tout, je m'excuse de ne pas saluer chacun d'entre vous, serrer la main et l'appeler, le dire, le remercier personnellement par son nom propre. Je vous salue tous et toutes pour une raison très simple. D'abord, que vous soyez là, invités par AACF, cette association qui nous réunit une fois par an. Et c'est une occasion aussi de saluer les uns les autres pour une cause extraordinaire, c'est travailler sur l'histoire assyro-chaldéenne. Cette histoire nous touche. Et quand j'ai reçu l'invitation il y a 2 ans, la première fois où j'ai participé à ce dîner, c'est pas pour manger, mais c'est pour réfléchir avant tout. Bien que la gastronomie française est extraordinaire et très très bonne, hein, et aussi bonne que ces personnes, les Français et les Françaises, effectivement, nous enrichissent dans notre culture assyro-chaldéenne. Donc cette invitation a été envoyée à moi au nom personnel. C'est pas pour représenter qui que ce soit. Bien sûr, et avant tout, c'est pas pour représenter le cardinal Sako, le patriarche, ni la communauté chaldéenne ici ou les prêtres. Donc, par cette amitié, je suis là. Et je remercie doublement cette association et doublement la France pour ce qu'elle a fait et elle fera aussi aujourd'hui, comme elle l'a fait il y a 2 ans, reconnaître le génocide du peuple arménien d'abord, auparavant, et assyro-chaldéen, j'espère, aujourd'hui, pour une seule et simple raison, seulement à ne pas répéter cette atrocité qui s'est passée entre 1915 et 1918, et j'espère que 2025 et 2028 ne sera pas répété encore une fois, j'espère que non. Donc aujourd'hui, quand on célèbre cet événement, c'est pour dire à notre génération à venir et nos enfants à ne pas tomber dans le piège dont les chrétiens ont tombé au début de 1900 et quelques déjà, la persécution a commencé. Moi, je suis là aussi comme archiviste de tout ce patrimoine de l'Orient où nous avons des milliers des manuscrits qu'on a sauvés in extremis à la dernière fois de la main des terroristes Daesh et Al-Qaïda auparavant, et des milliers aussi de documents de correspondance, dont un nombre énorme qui témoignent de ces massacres, notamment, vous connaissez le professeur Joseph Yacoub, bien sûr, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et nous avons une quantité énorme de témoignages et de témoins oculaires de cette période, notamment le père Jacques Rétoré, qui a témoigné, et avec un autre père dominicain aussi, comme témoin oculaire de ce génocide, de ces massacres, cette atrocité que les chrétiens, les êtres humains ont souffert d'une main propre seulement pour évincer ce peuple, effacer cette population et cette langue et cette culture de l'histoire. Je vous assure, si la France, qu'on l'appelle fille aînée de l'Église, et elle l'est, elle a beaucoup fait pour le Moyen-Orient. Et je vous demande, de cet embon, nous sommes là, de continuer à faire pour le Moyen-Orient, sinon la vie est en risque de disparaître pour les chrétiens. Cette région qui est entre les 5 mers, depuis la mer Noire et les autres mers également, ça a été diminué d'une manière atroce. Aujourd'hui, elle renaît de nouveau par la présence de 3 patriarches orientaux en Irak. Ce n'est pas rien. C'est un symbole extraordinaire. Et votre sainteté,
Mar Awa, je vous remercie vraiment, et les autres également, patriarches. Votre présence en Irak est indispensable. C'est un signe d'un avenir meilleur, et main dans la main avec la France, nous pouvons dire que l'avenir de la chrétienté ne meurt pas et ne mourra jamais en Irak et au Moyen-Orient. Merci. Merci pour ces belles paroles. Je vais maintenant, sans trop tarder, appeler le professeur Joseph Yacoub. Nous en avons parlé depuis tout à l'heure. Nous avons l'honneur, comme tous les ans, de l'avoir parmi nous. Professeur, donc vous le connaissez tous, le professeur assyro-chaldéen Joseph Yacoub, grand spécialiste des chrétiens en Orient et qui a été l'auteur de plusieurs ouvrages traduits dans une dizaine de langues dans le monde portant sur le génocide des Assyro-Chaldéens de 1915. Son dernier ouvrage, La France et la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen, livre que vous allez avoir sur votre table, qui vous sera offert ce soir, retrace notre histoire avec l'arrivée de notre peuple en France et les étapes de leur parcours migratoire. Donc je l'ai dit, ce livre édité par la ACF vous est offert ce soir en avant-première. Merci professeur pour vos recherches, vos articles, vos livres, le partage de vos analyses et tout le travail réalisé jusqu'à ce jour. Vos écrits reflètent la personne qui est en vous, un infatigable militant des droits de l'homme et des minorités persécutées à travers le monde. Merci, professeur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, cher ami Bruno Retailleau, honorables représentants des autorités politiques, préfectorales, régionales, locales, civiles, diplomatiques, associatives, religieuses et médiatiques. ميقري شماني شلام علوخن كن شوبريخو شلوم عليخون بناي عميذن سوريوية أوثوروية كالدوية. Mesdames et messieurs, le 8 mai 2023 et le 9 avril 2024 n'étaient pas des jours comme les autres. Honneur au Parlement français qui a rendu justice à un peuple souffrant dont la tragédie a fait son entrée dans la conscience universelle. Et hommage aux parlementaires dont un certain nombre nous honorent de leur présence. Comme vous le savez, le début du XXe siècle est à l'origine de leur drame et restera dans leur mémoire collective comme celui de la grande tragédie appelée en syriaque Saïfo et en chaldéen assyrien Sepa. Cette politique de nettoyage ethnique planifié par Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur, dès janvier 1915, voire quelques mois avant, secondé par Jevdet Bey, gouverneur du wilayet de Van, et Rachid Bey, gouverneur du wilayet de Diyarbakir, était attisé par le panturquisme, le pantouраnisme et le panislamisme. Cette tragédie a commencé le 4 janvier 1915 dans l'Azerbaïdjan iranien, frontalier, visé par la Turquie, où vivait une communauté chrétienne assyrienne
mes parents sont à l'origine de cette région, qui vivaient dans cette région depuis 2000 ans. Cette date est doublement importante. C'est le premier acte de la tragédie. Ce fut le début du tourbillon dont tout le pays assyro-chaldéen syriaque a été victime de Hakkari jusqu'à Adana en juillet-août 1918. Dans ce cadre s'inscrit une autre date, ô combien symbolique, celle du vendredi 9 avril 1915, jour sombre où le wali de la province de Diyarbakir, Rachid Bey, surnommé Néron, ordonna d'arrêter les notables chrétiens et les responsables de la communauté. Et ce fut le commencement des convois de déportés assyriens, chaldéens et syriaques qui inaugurent la suite à Diyarbakir, nommée la citadelle du sang, et à Mardin, qualifiée d'héroïque, et dans les villages environnants. Les documents qui l'attestent sont extrêmement nombreux. J'en citerai 3, et ce sont 3 dominicains français. Hyacinthe Simon, Jacques Rétoré et Dominique Béret, présents héroïquement à Mardin. Durant cette tragédie, la diplomatie française a été active, particulièrement sur les événements qui eurent lieu sur le front turco-persan en 1918 à Urmia, à Salmas, à Téhéran. En effet, la France s'est montrée solidaire et a protesté énergiquement contre les massacres. Là, il suffit de lire les correspondances de l'ambassadeur de France, M. Raymond Lecomte. La diplomatie française fut également à l'origine d'une commission d'enquête instituée en Iran sur les meurtres de Monseigneur Zontac, alsacien, et de Mathurin Lotelier, breton de Trégueux, Saint-Brieuc, et de chrétiens autonomes, même si elle n'a jamais abouti. Aujourd'hui, avec cette reconnaissance par le Parlement français, une nouvelle page s'ouvre qui marque le passage des Assyro-Chaldéens d'un peuple classé à tort en marge de l'histoire à un peuple devenu désormais inséré dans l'histoire. Quelle sera la suite? Nous avons tout à l'heure entendu Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'ami du peuple assyro-chaldéen, Bruno Retailleau. Il faut espérer que cette reconnaissance, et nous avons entendu le vice-président du Sénat, il faut espérer que cette reconnaissance deviendra un jour une loi. Et c'est en préparation. C'est-à-dire un texte qui oblige et que cela puisse se traduire par la découverte de leur langue et de leur culture. À ce propos, on entend des questions fort légitimes par ailleurs sur l'identité de ce peuple dont on a discuté avec les amis, avec les sénateurs, sur le nom qui le qualifie. Assyrien, assyro-chaldéen, syriaque, mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Disons de prime abord, aucun de ces termes ne résout la question dans l'absolu, car derrière chaque nom se profile une histoire qui recouvre souvent des enjeux, parfois passionnels, qui sont loin de faire consensus. C'en est ainsi. Oui, cette histoire qui est la mienne, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, est connue sous plusieurs appellations, et ce, pour des motifs pas seulement religieux. Plusieurs facteurs intervinrent, y compris d'ordre international. La communauté internationale n'est pas innocente dans ce domaine. Qui plus est,
Aux termes précédemment cités s'ajoutent encore d'autres, nestoriens, jacobites et araméens. Cependant, par-delà les différences, ils se considèrent comme apparentés au peuple assyrien, babylonien, chaldéen et araméen de l'antique Syro-Mésopotamie, dont l'histoire remonte à plus de 50 ans, de plus de 5000 ans. Et la preuve aujourd'hui, c'est la présence de toutes ces autorités religieuses avec nous. Et ce furent les églises, en tant qu'institutions, hautement représentées donc à ce dîner, qui deviennent les protectrices du peuple et le vecteur de son identité, appartenant tous au même fond syro-mésopotamien, unis en partage par la même langue, qu'on dise Aloho ou qu'on dise Alaha, c'est la même langue, oui, et qui est l'araméen syriaque. N'est-ce pas l'écho du Ninive de Babylone et d'Aram, cher aux savants syriaques orthodoxes, Hassio Mor Gregorius Boulos Behnam, originaire de Karakosh, Baghdida, ancien métropolite syriaque orthodoxe de Mossoul. En outre, le terme assyro-chaldéen, même s'il n'est pas parfait, a l'avantage de fédérer dans la mesure où il recouvre l'ensemble de toutes ces composantes de langue syriaque des chrétiens d'Orient, à savoir les Chaldéens, les Assyriens et les Syriaques, avec ces variantes dialectales, idiome dans lequel ils ont produit une littérature abondante à caractère universel. Voulons-nous des preuves historiques? En voici. Et c'est la France qui nous les donne. Parlant précisément des nestoriens, un exemple. L'orientaliste et géographe français Vital Cuinet du XIXe siècle, qui visita cette région, il évoque ceux qui vivaient dans le réduit montagnard de Hakkari. Il dit « ces faibles débris de l'ancien peuple ». Il écrit en 1891, je le cite, « Les Nestoriens, cette communauté dont le nom, tiré de sa religion, n'indique en rien à quel peuple elle doit son nom, descend des Assyriens. » Et il rajoute « Les Nestoriens descendent, ainsi qu'ils le disent, des anciens peuples de l'Assyrie et de la Chaldée, auxquels se sont mêlés beaucoup de captifs hébreux transportés de la Palestine par les rois de Ninive. Leur pays fut l'objet de nombreux travaux archéologiques, historiques et épigraphiques, lesquels concluent en l'absence de différence dans le principe. J'en citerai deux grands archéologues historiens français, Jules Aupert et Joachim Menand. En termes diplomatiques, l'avantage avec le terme d'assyro-chaldéen, c'est qu'il est en usage dans les traités internationaux. Le traité de Sèvres et bien d'autres traités. D'autres exemples de liens avec la France, des liens consubstantiels avec la France. En 1287, on est au XIIIe siècle, le moine nestorien Rabban Sauma, un Chinois ouïghour du pays de Xinjiang aujourd'hui, la moitié de la population du Xinjiang était assyrienne adepte de cette église d'Orient dite nestorienne. Un Chinois ouïghour, mandaté par le patriarche de l'église d'Orient, un des prédécesseurs de sa sainteté Mar Awa, Mar Yab Allah III, lui-même chinois. Et le roi persan Argoun vint en France en mission diplomatique où il fut accueilli par le roi de France, Philippe le Bel. Et certains disent qu'il a communié de ses mains. D'ailleurs, la richesse de ce passé se lisait tout récemment au musée Guimet à Paris, tout récemment. À Paris, lors de l'exposition sur la Chine des Tang,
qui ont vécu au 7e, 10e siècle, qui a eu lieu du 20 novembre au 3 mars. Ça s'est terminé hier, l'exposition, dans laquelle on pouvait admirer l'héritage précisément du nestorianisme en Chine, comme à Chang'an et à Luoyang, dont la fameuse stèle de Chang'an, aujourd'hui Xi'an, érigée là-bas en 781, en mandarin et quelques gloses et quelques termes en langue syriaque araméenne. Fidèle à cet héritage, cette histoire est encore une fois abondamment illustrée par les auteurs français, tels Paul Pelliot, François Nou, le cardinal Eugène Tisserand et Jean Dauvilliers, 4 illustres orientalistes, et le sinologue lyonnais Édouard Chavannes. Dans l'immédiat, nous faisons un vœu, la date du 24 avril approchant. Peut-on espérer que le gouvernement français fasse une déclaration qui reconnaît publiquement la tragédie génocidaire et ethnocidaire assyro-chaldéenne? Merci de votre attention et vive la France que nous aimons. Aoud Bassim, Rabbi Joseph. Donc, merci beaucoup pour votre attention parce qu'il a fait vraiment un très beau discours, le professeur Joseph Yacoub, avec tous ces détails. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, professeur. Après ces beaux discours, nous allons passer au plat de résistance. Je pense que vous avez tous faim maintenant. Il est un peu tard. Un très bon appétit à vous tous. Merci beaucoup, cher Tony. Monseigneur, je voudrais d'abord saluer les dignitaires religieux ici présents, saluer mes collègues parlementaires, saluer bien sûr les présidents d'associations et saluer un salut tout particulier pour le professeur Yacoub et vous remercier, chers amis. Je pense que je peux vous qualifier maintenant de chers amis depuis le temps que nous cheminons ensemble. Vous remercier pour l'organisation de cette magnifique soirée et surtout vous remercier pour votre ténacité, votre fidélité et votre engagement pour une cause qui mérite d'être connue et reconnue dans le monde entier. C'est vrai que aujourd'hui, je suis fière comme parlementaire d'avoir d'abord déposé ce texte à l'Assemblée nationale il y a maintenant presque 10 ans, que ce texte ait été repris ensuite au Sénat dans le cadre d'une résolution et qu'aujourd'hui cette résolution soit transformée en proposition de loi. Ce n'est que justice par rapport à ce qui s'est passé en 1915, ce qui s'est passé avant et surtout ce qui se passe après, ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'effectivement, une telle loi, c'est fait pour marquer l'histoire, mais c'est aussi pour marquer le présent et espérer que l'avenir soit meilleur, même s'il est très difficile. Permettez-moi dans cette salle de saluer une collègue parlementaire. Je voudrais saluer Anne-Laure Blin, qui a porté ce texte aussi à l'Assemblée nationale. Elle pourrait peut-être nous rejoindre. Qui a porté ce texte à l'Assemblée nationale après que nous ayons voté la résolution au Sénat et qui, je le sais, sera très intéressé par le porter de nouveau à l'Assemblée nationale pour que la résolution soit enfin transformée en proposition de loi. Alors ça peut sembler obscur pour la plupart d'entre vous, résolution, proposition de loi, etc. Mais c'est important d'avancer sur quelque chose, comme l'a dit Bruno Retailleau, de transcourant, parce que ça... C'est une cause universelle, celle de la reconnaissance des génocides et celle de la reconnaissance de ces génocides. Le premier du XXe siècle, le génocide des Assyro-Chaldéens et le génocide des Arméniens, ce sont les premiers génocides du XXe siècle. Ils ont servi de matrice à bien d'autres. Et comme le disait Raphaël Lemsky, qui a inventé le mot génocide, eh bien, cette histoire-là, non seulement elle nous oblige, mais malheureusement, elle se répète et elle s'est répétée à l'envi et notamment en 2014
où malheureusement on a vu que cette situation continuait et que la situation des chrétiens dans le monde est extrêmement difficile. Donc je suis heureuse d'être ici avec mon collègue qui a pris la suite de Bruno Retailleau dans le groupe des chrétiens d'Orient, des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées, pour que l'on puisse porter la cause au Parlement français de ces minorités persécutées, tout en sachant que celles qui sont le plus persécutées en raison de leur foi dans le monde entier, ce sont les chrétiens. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec Étienne Blanc et bien d'autres, aussi bien à l'Assemblée nationale où ce groupe existe toujours qu'au Sénat. C'est malheureusement une cause qui est très peu médiatique, messieurs les journalistes et mesdames les journalistes. Ce serait vraiment très intéressant que les Français sachent ce qui se passe encore aujourd'hui pour ces minorités persécutées dont on parle très peu, surtout en France. Et c'est la raison pour laquelle le texte que nous allons examiner, cette proposition de loi, très inspirée des travaux bien évidemment de Joseph Yacoub, eh bien, va graver dans le marbre du Parlement français cette cause universelle qui est celle des génocides et qui est celle du génocide des chrétiens d'Orient. Donc, merci beaucoup pour tous les témoignages que vous avez pu nous porter. Merci pour le soutien aussi que vous nous apportez. Et merci à tous pour cette cause transcourant que nous avons l'honneur de défendre et de porter. Merci. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Monsieur Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise. Alors, l'avantage de passer derrière Valérie Boyer, c'est qu'elle a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de faire un peu de complémentarité, parce que, comme elle l'a dit, effectivement, c'est un travail transpartisan, et c'est important de le rappeler, qui rassemble le plus largement possible au Sénat, et je sais, demain à l'Assemblée nationale. Moi, d'abord, je voudrais commencer, au-delà de saluer les uns et les autres, et notamment, j'ai le sentiment d'être un peu dans le Val d'Oise, vu l'ensemble des Valoisiens ici présents, que ce soit bien sûr les habitants assyro-chaldéens, les élus, etc. Dire d'abord remercier l'association AACF, son président et l'ensemble de ses membres, parce que c'est d'abord votre combat, c'est d'abord vous-même qui avez su porter votre voix, porter ce combat historique pour votre peuple, pour votre culture et pour votre foi. Et je crois que c'est important de le dire et de le saluer, parce que comme l'évoquait tout à l'heure Bruno Retailleau, la France est un pays particulier. La France est un pays qui est capable effectivement d'intégrer des gens venus du monde entier et d'en faire des Français totalement français, mais qui sont aussi fiers de leur culture et de leur histoire. Et ça, il faut aussi le rappeler parce que je crois que c'est important de le dire. C'est aussi ça la richesse de la France, c'est ce que vous apportez également à notre pays qui est aujourd'hui notre pays commun. Sur le génocide, il est important que notre pays, comme d'autres pays, puisse regarder l'histoire droit dans les yeux. Et il n'y a pas de débat à avoir sur ce génocide-là contre les Assyro-Chaldéens entre 1915 et 1918, comme sur les Arméniens. Et donc il nous semble normal, il nous semble nécessaire qu'effectivement, dorénavant, et c'est l'engagement que nous avions pris il y a un an, au moment de la résolution, nous avons pris cet engagement au Sénat, d'en faire une loi. Parce qu'une résolution, c'est une bonne chose, mais une loi, c'est une inscription dans le marbre. Ça veut dire que dorénavant, la date qui vous conviendra, je sais que beaucoup parlent du 24 avril, dorénavant, chaque année, la France reconnaît et donc célébrer entre guillemets, ce génocide-là. Et donc la terre des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme qui est la France, va inscrire et va permettre dans toutes les communes de France, de pouvoir rassembler des Assyro-Chaldéens, mais pas seulement, tous les amis Assyro-Chaldéens, tous ceux qui se battent pour les droits de l'homme, tous ceux qui se battent pour les droits fondamentaux partout dans le monde, pour toutes les minorités, effectivement de se rassembler bien souvent devant la mairie, bien souvent devant le monument aux morts pour dire voilà, la France se rappelle, la France se rend hommage et la France se rassemble tous ses enfants. Et voilà ce que je voulais dire, donc c'est le travail que nous allons faire et nous espérons que d'ici l'été, nous pourrons effectivement adopter officiellement au Sénat et on l'espère ensuite, bien sûr à l'Assemblée, on n'a pas de doute, on pourra ensuite effectivement faire en sorte que la France soit au nom de l'histoire à la hauteur une nouvelle fois et reconnaisse le génocide assyro-chaldéen de 1915-1918
Et voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et encore une fois, je vous remercie pour l'invitation et pour le temps d'échange que nous avons eu. Merci à vous. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Les civilités ayant été faites par Valérie Boyer, je m'en dispenserai. Je vous remercie à mon tour de cette très cordiale invitation et de cette soirée assez exceptionnelle. Mes collègues Valérie Boyer et Rachid Temal ont tout dit sur la proposition de loi qu'ils ont préparée depuis longue date et qui, cet après-midi, vient d'être adressée à tous les présidents de groupe du Sénat. J'espère que très rapidement, ils nous retourneront ce texte sur lequel ils auront apposé leur signature pour marquer leur adhésion à cette proposition. Mais pour qu'elle recueille cette unanimité, nous avions décidé avec Valérie et Rachid de faire quelques auditions. Et je voudrais vous remercier, monsieur le professeur Yacoub, d'avoir accepté d'être entendu. Parce que vous nous avez permis, dans cet Orient très compliqué, de régler par un texte qui fait vraiment consensus tout ce qui aurait pu faire quelques divisions ou quelques dissonances. Alors je vous le dis très sincèrement, quand ce texte sera adopté, ce sera un peu le vôtre et ce sera une juste reconnaissance. Mais à l'occasion de ces auditions, il m'a été remis, je ne sais plus par qui, un livre. La page de garde est un peu jaunie. Dessus, on y voit quelques photos en noir et blanc. Ils représentent des visages tristes, frappés par la fatalité, des visages graves. Et puis, on ouvre ce livre. On y trouve ces témoignages bouleversants de Joseph Naïm. Il était aumônier des prisonniers de guerre en Turquie. C'est lui qui a recueilli ces témoignages bouleversants de ces victimes, de ces survivants du massacre qui fut perpétré par les Turcs entre 1915 et 1918. On y découvre des noms qui, quand on est lyonnais, ne nous sont pas familiers, Loudja, Diyarbakir ou Trébizonde. Et arrivé au bout de ces 300 pages, se mêlent en nous des sentiments d'écœurement, des sentiments de colère, aussi des sentiments de compassion pour ces peuples assyro-chaldéens que la Turquie a voulu éliminer avec méthode. Mais cette lecture insoutenable a provoqué chez moi un sursaut, une furieuse envie de dire au monde une vérité trop longtemps cachée et ignorée, une volonté de rendre justice à ce peuple d'Orient, aux morts mais aussi aux vivants, en inscrivant dans la loi de notre République qu'il y eut un bourreau cruel, assoiffé de haine et de violence, et qu'il y eut des victimes, victimes de leur foi, de leur histoire pourtant si riche, et de leur innocence. Nous vous le devions, nous le devions aussi à la vérité, et je crois que nous le devons à l'histoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc je vais vous demander de rester. Vraiment, il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait par les 3 sénateurs qui sont ici, qui viennent de prendre la parole sur la proposition de loi. Ils l'ont dit grâce au professeur Joseph Yacoub, et je le dis très sincèrement, grâce à notre ami François Pupponi, député honoraire qui est ici. Je ne l'ai pas cité volontairement, je voulais le citer maintenant parce que sans lui, vraiment sans lui, nous n'aurions pas pu réaliser ce dîner avec autant de succès. Il nous a mis en relation avec tous les groupes, il n'a jamais fait de différence, il a toujours dit oui dès qu'on a eu besoin de lui. Et vraiment, François, mon cher François, comme un grand frère, nous te remercions tous ici. Merci encore, François. Et à ce titre,
Et à ce titre, 2 autres personnes nous ont beaucoup accompagnés dans ces tâches. L'une étant Anne-Laure Saint-Dizier, qui s'occupe du protocole et des relations au Sénat, qui est là-bas. Et l'autre, Aurélie Pirello, notre amie Aurélie, qui a toujours été là aussi à côté de nous, qui, elle, agit à l'Assemblée nationale et qui est conseillère de Paris. Merci encore à tous les 3. Merci, merci. Donc maintenant, nous allons faire une mise à l'honneur, comme promis. Nous allons vous remettre pour votre engagement sans faille envers notre cause et pour tout l'intérêt donné au travail de reconnaissance du génocide assyro-chaldéen de 1915, le Notre Père, manuscrit en araméen, sur une toile. Cette toile, elle a été écrite, donc je l'ai dit, en araméen, la langue du Christ, en 10 exemplaires seulement, par notre professeur d'araméen, Frédéric Ichaud, que je salue. Alors, s'il veut bien lever la main, je ne sais pas où il est assis. Il est là, Frédéric? D'accord. Je vais l'appeler sur scène. Et pendant qu'il arrive, je voudrais juste vous informer que l'un d'entre eux, des tableaux, a été remis en main propre par Nino Soclin, qui est là, alors je l'ai vu tout à l'heure, de l'association FIDE, à sa sainteté, le pape François, il y a à peine 2 mois. Il a été très ravi de le recevoir. Il n'était pas encore aussi malade. À qui nous souhaitons une nouvelle fois un très bon rétablissement. C'est avec une très grande fierté que nous vous remettons ce cadeau bien mérité. Frédéric, s'il te plaît, nous t'attendons. Bonsoir. Alors, juste, je voulais vous dire, Frédéric Ichaud enseigne l'araméen dans notre association depuis plus de 20 ans, même 25 ans. Moi-même, à l'âge de 9 ans, c'est lui qui m'a appris l'araméen. Je sais le lire, l'écrire et le parler. C'est grâce à Frédéric, je lui dois tout ça. Merci Frédéric. Je te laisse l'honneur d'offrir cette belle toile. Alors, je te propose de l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, une très belle toile. Hop là. Voilà. À tous les 3, il y en a 3. D'abord Valérie. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous. Voilà, vraiment, il a mis beaucoup de temps à les écrire. Il les a recommencées, je vous le certifie, mais elles sont très bien réussies. Un grand merci. Je dois vous dire que je suis extrêmement émue d'avoir le Notre Père dans la langue du Christ, même si je ne sais pas la lire, je l'ai déjà entendu. Et je ne m'attendais pas à avoir un cadeau aussi émouvant. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment nous qui vous remercions. Merci encore. Merci. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, à tout ce que vous faites. C'est rien de tout. Aussi au Sénat. Vraiment mérité. Merci. Donc ça commence par Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, je connais notre Père, mais je ne sais pas le dire en araméen. Abouna s'est permis de donner la traduction directement sur une petite carte qu'il avait dans sa poche. Merci. Après cette vive émotion, nous allons appeler notre amie la députée Anne-Laure Blin à nous rejoindre.
Madame la députée du groupe Les Républicains, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre cause et votre qualité d'écoute. Nous saluons votre courage et votre force de conviction dans la défense de notre cause. Je ne vais pas être très long, je vous laisse la parole, Madame la députée. Monsieur le Président, Monseigneur, Messieurs les dignitaires religieux, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être à nouveau présente parmi vous aujourd'hui pour le traditionnel dîner qui rassemble largement la communauté assyro-chaldéenne de France. Alors, vous m'avez demandé de prendre la parole quelques instants. Je serai rapide, je vous le promets, et j'en suis infiniment touchée. J'en suis d'autant plus touchée qu'il y a quelques semaines, lorsque je faisais mes vœux à la population, quelle ne fut pas ma surprise de voir 3 représentants de votre association à Beaufort en Anjou, au cœur de l'Anjou, venir me saluer et me remettre aussi, à moi aussi, le Notre Père en araméen. Et comme ma collègue Valérie Boyer, j'en étais particulièrement touchée et très émue, parce qu'effectivement, recevoir le Notre Père dans la langue du Christ est une marque véritablement de confiance, de reconnaissance, et j'en suis infiniment touchée. Alors, je suis toujours à vos côtés, parce que votre rendez-vous annuel, il est précieux. Il est précieux parce qu'il est l'occasion de renouveler notre soutien aux chrétiens d'Orient. Parce que la France, oui, est la fille aînée de l'Église. Parce qu'elle est la fille aînée de l'Église, notre responsabilité est grande. L'héritage chrétien de la France commande de continuer à faire preuve de courage pour défendre nos valeurs et ne pas relâcher nos efforts. Et c'est ce que je me suis attachée à faire l'année dernière, lorsque l'Assemblée a envoyé un signal fort en adoptant la proposition de résolution dont nous avons largement parlé. Alors certains étaient présents dans les tribunes, car il s'agissait, après le vote du Sénat, d'un moment historique pour les chrétiens d'Orient, et plus particulièrement pour la communauté assyro-chaldéenne et syriaque, qui attendait ce geste fort de la France. Alors ce vote n'était pas qu'une symbolique, c'est une vraie reconnaissance que les élus de la nation française ont envoyée à l'endroit de tous ceux qui sont menacés et réduits au silence en raison de leur foi. Car ce que votre communauté a vécu n'est pas simplement un fait du passé. Il a des répercussions profondes, encore aujourd'hui dans vos familles. Celles-ci résonnent encore aujourd'hui. De trop nombreuses minorités chrétiennes à travers le monde sont victimes de persécutions. Les peuples chrétiens survivent grâce à leur foi inébranlable et à leur attachement profond aux valeurs du Christ. Alors n'oublions pas que l'an dernier, la persécution des chrétiens a atteint des niveaux alarmants à l'échelle mondiale, touchant des centaines de millions de familles croyantes au travers le monde. Alors j'étais il y a quelques semaines auprès d'une association qui répertorie malheureusement ces chiffres. En 2024, ce sont 380 millions de chrétiens qui ont été persécutés. Ce qui veut dire très concrètement, 1 chrétien sur 7 qui a subi des persécutions et des discriminations. Tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. 4 500 chrétiens ont été tués et plus de 7 500 églises ont été ciblées. Alors, oui, nous devons être des vigies. Nous ne devons jamais céder. Nous ne devons jamais renoncer à être fiers de l'histoire de la France. Alors si certains veulent nous faire sombrer dans le relativisme ou le négationnisme, nous devons nous engager avec force, toujours. Nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas faiblir lorsque nous voyons le combat qui a été le vôtre. Votre courage nous engage. Notre héritage nous commande d'agir avec force pour tous ceux qui se sont battus et qui se battent encore aujourd'hui pour défendre leur foi jusqu'au dernier jour. Le christianisme est le fondement de l'identité de la France. Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Alors continuons ensemble
Continuons ensemble à porter la voix des chrétiens, à porter la voix des chrétiens d'Orient. Et vous le savez, ce soir comme demain, je serai toujours à vos côtés. Merci infiniment, Madame la députée. Donc, vous l'avez tous bien compris, après ces discours, nos amis parlementaires, je dis amis parce qu'ils sont tous ici en tant qu'amis, il faut adhérer à cette cause et la défendre et pour pouvoir faire aboutir cette loi de reconnaissance du génocide assyro-chaldéen. Merci encore pour tous ces discours. Vous avez les remerciements sincères de toute la communauté. Merci. Nous allons conclure maintenant par le président Tony Idé. Donc le président, je vais t'appeler pour le discours de la fin. Il se fait tard, on est au dessert. Donc je vais juste vous demander une petite attention supplémentaire pour le président Tony. Il sera rapide, j'en suis sûr. Alors, cher président, tu es président depuis plus d'1 an maintenant. Tu as su mener notre grande association dans la bonne direction pour des objectifs plus hauts avec beaucoup d'ambition. Fidèle aux valeurs que tu portes en toi, tu as toujours œuvré sans compter ton temps. Je vais te laisser pour en dire plus, davantage sur les activités de notre belle association et tout le travail accompli. La parole est à toi, mon cher Tony. Merci beaucoup, Tony. Ça va être difficile de ma part de faire un joli discours comme toi. Je te remercie. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus, Messieurs les représentants des cultes, mes chers amis, chers téléspectateurs, c'est avec une profonde gratitude et immense fierté que je m'adresse à vous ce soir en tant que président de l'Association des Assyro-Chaldéens en France. Depuis sa création, notre association s'est toujours donnée pour mission de défendre les valeurs et l'identité culturelle des Assyro-Chaldéens, un peuple au passé millénaire, marqué par des grandes épreuves. Conscient de cette immense responsabilité, je m'engage avec honneur et fierté à préserver cet héritage, à renforcer les liens qui unissent notre communauté et à porter haut nos revendications légitimes tout en regardant résolument vers l'avenir. Préserver nos racines pour exister demain, tel est le défi majeur des années à venir. Notre soirée aujourd'hui symbolise notre engagement commun en faveur de la mémoire et la reconnaissance. Le thème de notre dîner porte sur la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915 sous l'Empire ottoman. Ce génocide, longtemps passé sous silence dans l'histoire officielle, a marqué notre peuple. Grâce aux efforts conjoints de nombreux parlementaires, une étape importante a été franchie le 8 février 2023 avec l'adoption d'une résolution au Sénat présentée Madame la sénatrice Valérie Boyer et Monsieur le ministre Bruno Retailleau. Cette avancée a été suivie par un moment historique le 29 avril 2024. L'Assemblée nationale a adopté une résolution reconnaissante et condamnant les persécutions des Assyro-Chaldéens comme génocide. Ce vote a été rendu possible grâce au travail remarquable des rapporteurs Madame Anne-Laure Blin et Monsieur Sylvain Maillard, que je tiens à saluer pour leur engagement. Ce soir, nous franchissons une nouvelle étape décisive vers la reconnaissance officielle. Vous annoncez le dépôt d'une proposition de loi
qui pourrait enfin inscrire cette tragédie dans l'histoire reconnue par la République. Madame la sénatrice Valérie Boyer, Messieurs les sénateurs Étienne Blanc et Rachid Temal, au nom de l'association et des Assyro-Chaldéens du monde entier, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance pour votre travail. Nous remercions également l'ensemble des parlementaires de toutes sensibilités confondues qui œuvrent pour la vérité historique soit enfin reconnue. Ce que nous demandons, ce n'est pas la vengeance, mais la reconnaissance de la vérité historique, essentielle pour avancer vers la réconciliation et la paix. Enfin, permettez-moi de souligner à quel point nous sommes fiers d'être Français. La France, pour son engagement en faveur des droits de l'homme et de la justice, demeure un modèle pour le monde entier. À chaque fois que des minorités sont persécutées, que ce soit pour la foi ou leur origine, la France se tient debout pour défendre les valeurs de l'universalité. Nous sommes fiers de notre pays et des valeurs qu'il représente. Vive la République, vive la France, vive les Assyro-Chaldéens, fiers d'être Français. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bravo, mon cher président. Président, le résultat, il est là. Il est là, face à nous, une salle pleine de ces invités qui, chaque année, sont fidèles et viennent passer cette soirée avec nous. Soyez-en convaincus, nous continuerons ce travail, le travail que nos prédécesseurs ont lancé avec la même détermination pour l'intérêt général de notre chère communauté. Merci encore. Je voudrais aussi remercier, alors c'est plein de remerciements, Georges Auquelin qui a, par sa persévérance, par son, je peux dire, par son entêtement, il a tout fait pour avoir ces rendez-vous en un temps record auprès de nos parlementaires. Il est là-bas, il est en plein milieu de la table, en face de Valérie Boyer. Je pense qu'on peut l'applaudir. Parce que on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais nous, croyez-moi, on l'entend et on le voit tout le temps. Et vraiment, je tenais à le remercier et à l'applaudir. Je voulais remercier aussi l'ancien président Issa qui est ici parmi nous, avec l'ami Saman qui est là-bas, qui est toujours fidèle avec nous aussi. Merci Saman, merci Issa. Merci à vous tous, j'espère que vous avez passé une excellente soirée, en espérant vous retrouver ici, dans cette belle salle, l'année prochaine, pour enfin vous annoncer une bonne nouvelle qui sera la reconnaissance officielle par la France du génocide assyro-chaldéen de 1915-1918. Merci à vous. Une très bonne fin de soirée. Merci.